Une partie de ces obstacles sont structurels, dus à la position de subalterne que les syndicats, en tant que représentants des travailleuses et des travailleurs, occupent dans le système de production capitaliste. En effet, c'est la croissance de leur entreprise qui, dans la concurrence capitaliste, permet aux salariés de survivre. On comprend bien alors que c'est l'emploi et sa sauvegarde qui tendent à primer sur tout ce qui est en jeu environnemental. Mais s'il est difficile pour le mouvement syndical d'appuyer la cause écologique, c'est aussi puisque les bastions syndicaux se trouvent sont localisés dans les secteurs les plus polluants. Des secteurs où la transition énergétique en menaçant ces emplois est perçue aussi comme un vecteur d'affaiblissement de la puissance syndicale. Toutefois, il ne faut pas oublier que bien que les questions environnementales aient du mal à se faire une place parmi les revendications classiques du syndicalisme, comme les salaires et l'emploi, historiquement, elles ne sont pas complètement étrangères aux luttes ouvrières, où elles apparaissent notamment sous le prisme de la santé au travail ou des risques professionnels. Les articles qui composent ce numéro spécial de la Chronique internationale de l'IRES révèlent justement une variété de pratiques et de stratégies syndicales en matière environnementale. Or, pour rendre compte de cette variété, nous avons élaboré une typologie permettant de les classer sur la base du degré de prise en compte de la question environnementale de la part des organisations syndicales. Le premier groupe est constitué par toutes les organisations syndicales minoritaires dans les exemples abordés dans ce numéro qui s'opposent à la prise en compte de la question environnementale et de tout ce qui relève donc de la cause écologique. Dans le deuxième groupe, on retrouve les syndicats qui déploient des stratégies pour ralentir, pour freiner toute dynamique de transition énergétique, tout en reconnaissant quand même que le changement dans de la manière de produire est quelque chose de nécessaire. Ensuite, au troisième groupe, appartiennent les syndicats qui soutiennent activement les politiques de transition énergétique. Et pour terminer, dans le quatrième groupe, on retrouve les syndicats qui, souvent en alliance avec d'autres acteurs comme les ONG ou les peuples autochtones, vise à repenser les objectifs de la production selon le paradigme de la justice environnementale, paradigme attentif à la répartition des coûts environnementaux, notamment entre Nord et Sud. Parmi les éléments qui contribuent à expliquer cette variété de stratégies et pratiques syndicales en matière environnementale, on retrouve le secteur d'activité. On observe alors que les fédérations ou les syndicats qui sont le plus implantés dans les secteurs les plus polluants, donc les plus touchés par la transition énergétique, tendent à faire privilégier à faire primer la question de l'emploi sur tout ce qui est enjeu environnemental. Sur le plan syndical, ce qui est alors apparu assez vite à la lecture des différents papiers de ce numéro est la coexistence de positions parfois opposées au sein d'une même organisation syndicale. Des positions qui varient bien sûr d'une fédération à l'autre, mais aussi selon qu'on se situe sur une échelle locale ou nationale de l'action syndicale. Le facteur idéologique ainsi que la conjoncture économique sont aussi des éléments importants à prendre en compte pour comprendre la variété des stratégies syndicales en la matière. D'autres éléments sont évoqués dans le papier introductif à ce numéro spécial, papier que j'ai coécrit avec Thomas Coutreau. Mais pour conclure, je voudrais revenir sur un élément essentiel qui est celui de la formation. Plus en détail, la formation permet aux militantes et aux militants syndicaux de soutenir leur action en matière environnementale et permet aussi au syndicalisme de garder, de maintenir sa place incontournable dans le monde du travail.